Bonjour et bienvenue dans cette émission C'est notre santé. Aujourd'hui, un nouvel épisode de notre série Ma vie avec, que nous consacrons au diabète de type 1. Et pour parler de sa vie avec le diabète de type 1, nous recevons sur le plateau de Pourquoi Docteur, Coralie Alabert. Bonjour Coralie. Bonjour Jennifer. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour témoigner de votre vie avec ce diabète de type 1. Merci de m'avoir invitée, je suis ravie d'être ici. Je suis ravie que vous soyez avec nous. Merci. Donc sur votre page Instagram, parce que vous avez une page Instagram Coco & Podi, c'est ça. Vous avez lancé récemment un hashtag Stop à la diabétise pour lutter contre les préjugés du diabète de type 1. Est-ce que vous avez beaucoup été impacté tout le long de votre vie par ces préjugés ? C'est exactement ça et c'est pour ça que j'ai lancé cette initiative, donc Stop à la diabétise, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'attaques régulières, quotidiennes, et on ne se rendait forcément pas vraiment compte de ce qu'il y avait derrière ces mots. Et la volonté, c'était justement de basculer en fait l'opinion commune et lui faire comprendre ce qui se cache réellement derrière ce mot diabète et de briser le lien trop facile entre sucre égale diabète. C'est un peu plus complexe que ça et attention avant d'utiliser ce mot puisqu'il pourrait heurter toute une communauté qui se bat au quotidien et qui fait face à une maladie chronique en fait tous les jours. Donc c'est ça qu'on cherchait à faire comprendre. Donc il y a une vidéo qui est sortie et il y a une série de visuels, mais je pense qu'on en parlera un peu plus longuement plus tard. C'est vrai que j'ai vu cette vidéo moi sur votre page et ça m'a tout de suite interloquée parce que c'est vrai qu'on entend des chansons dans cette vidéo qui sont des chansons qu'on entend assez régulièrement, que je connaissais moi-même. Et c'est vrai que j'avais pas percuté sur le fait qu'effectivement on utilisait un peu le terme diabète à mauvais escient. Exactement. Et ça pouvait heurter en fait toute une population et c'est vrai qu'on s'en rend pas compte. J'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu de remise en question de l'utilisation de ce mot et qu'il était normal de rire ah je mange des bonbons, je vais attraper le diabète, très drôle. Bah non en fait, du coup pourquoi on ne questionne pas ça? Oui. Et moi je le compare parfois et même souvent à la position de la femme. Avant elle n'était pas forcément re-questionnée, on l'a re-questionnée, on s'est rendu compte tiens c'est peut-être pas normal ce qui se passe. Moi ce que je veux faire c'est avec le mot diabète de dire attention quand vous l'utilisez c'est peut-être pas normal d'en rire, ou tout du moins, si vous en riez, aucun problème. Mais juste, ayez conscience de la réalité qui se cache derrière. Plusieurs types de diabète, un quotidien chronique, lourd, et aujourd'hui, une maladie qui ne se guérit pas. Donc c'est important aussi de le préciser pour éduquer et sensibiliser. C'est ça le mot, sensibiliser. Oui, c'est sensibiliser. Je pense que c'est le bon mot. Il faut éviter effectivement les raccourcis faciles. C'est ça, exactement. Dans beaucoup de domaines. Exactement. Donc vous avez été diagnostiquée à l'âge de 9 ans, si je ne dis pas de bêtises. Oui. C'est bien ça. Est-ce que vous avez des souvenirs de ce diagnostic ? Oui, j'ai des images très précises en tête. J'avais que 9 ans, du coup, comme vous le dites, mais cette année a été très marquante. J'ai l'image d'attendre chez le médecin, de voir ma maman sortir en pleurs du cabinet. On comprend très vite que quelque chose de grave se passe. On dépose les frères et sœurs chez une tante parce qu'il faut vite aller à l'hôpital. Et on suit en fait les parents sans trop comprendre, mais on y va parce qu'on comprend que c'est urgent. Et j'ai aussi un souvenir très précis du moment où on a dû me piquer pour me faire une perfusion parce que j'étais déshydratée. Parce que en fait, ce qui se passait, c'est que j'étais très élevée en glycémie, mon taux de sucre était extrêmement élevé puisque mon pancréas s'était arrêté, mais je ne le savais pas. Du coup, là, l'urgence c'était de réhydrater et donc de m'injecter de l'insuline puisque j'en avais plus. Et je me souviens de ce moment où c'était un interne, le pauvre, qui essayait de me piquer, mes petites filles, c'est compliqué. Donc il y a ces images d'attente dans le couloir, l'arrivée à l'hôpital et l'hôpital, tout simplement. Quand on est petit à 9 ans, je suis restée bien 2 semaines à l'hôpital. C'était un mois de juillet et effectivement là on nous donne beaucoup d'informations, enfin surtout aux parents, et c'est tout un nouvel apprentissage qui se dessine. Ouais, j'imagine. C'est pas qu'un traitement et merci, au revoir. Non, là, c'est réapprendre à vivre, à manger. Ça change la vie complètement. Ah oui, tout est bouleversé. Tout est bouleversé. Exactement. Et qu'est-ce qui a fait que vos parents vous ont amené à l'hôpital ? Est-ce qu'il y a des symptômes, donc vous avez parlé de déshydratation, mais est-ce qu'il y a eu d'autres symptômes qui ont alerté vos parents en disant là, il faut que je l'amène à l'hôpital, il y a une urgence, il y a un problème ? Alors, dans mon cas, mon père est diabétique de type 1. Donc, ma maman a reconnu les symptômes qui sont donc soif intense, le fait d'aller régulièrement aux toilettes, enfin très régulièrement, les enfants se remettent parfois à uriner pendant le sommeil, et surtout une fatigue extrême. Et ces symptômes-là combinés
ont émis l'alerte auprès de ma maman qui m'a tout de suite amenée chez le médecin, prise de sang. Et je crois même que c'était un dextro suffit, donc juste prélever une petite goutte de sang. Ouais, ça, la petite piqûre au bout du doigt. Exactement. Et du coup, je conseille aux personnes qui auraient le moindre doute de se rendre à une pharmacie, de demander de faire un taux de glycémie pour être sûr d'être rassuré, ne serait-ce qu'en 2 petites minutes, puisqu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de méconnaissances et il y a encore des enfants qui arrivent presque en coma à la découverte. Donc, dès qu'il y a soif intense, fatigue extrême et surtout le fait d'aller aux toilettes plus que la normale, il faut s'alerter. Et c'est comme ça qu'on l'a découvert. Oui, surtout qu'en plus, on ne se rend pas compte, mais une hyperglycémie qui monte, enfin, comme vous l'avez dit, les cellules du pancréas ne fonctionnent plus et donc il n'y a plus du tout d'insuline et donc plus du tout de régulation de la glycémie. Exactement. Et donc quand ça monte et que ça continue de monter, ça peut être très dangereux. Exactement. Le corps va fabriquer ce qu'on appelle de la cétone et cette substance, en l'absence d'insuline, est très toxique. Donc, si cette substance est dans le corps, je ne pourrais pas vous dire la durée avant laquelle on va faire un coma, mais c'est très, très dangereux. Et le coma peut arriver quand même très rapidement, d'où l'urgence d'être pris en charge. Vous l'avez dit, votre père est diabétique de type 1. Est-ce que c'est héréditaire ? C'est l'une des causes. Disons qu'il y a un terrain génétique particulier qui, lorsqu'il rencontre un facteur particulier, peut se déclencher. On parle beaucoup de choc émotionnel comme élément déclencheur du diabète, puisque je pense que le corps va exprimer des choses qu'on ne peut pas verbaliser. Il y a toutes ces causes... des causes virales, des infections. Mais aujourd'hui, les causes précises ne sont pas connues. Et c'est bien aujourd'hui un manque. On aimerait comprendre pourquoi. Mais évidemment, le facteur héréditaire est là. Je pense les virus, les infections et surtout le choc émotionnel. Est-ce que vous avez des frères et sœurs ? Oui, qui ne sont pas atteints. Qui ne sont pas diabétiques, non, voilà. Non, donc, je suis la seule gagnante. La seule gagnante au loto, exactement. C'est ça. Donc en fait, il y a effectivement un terrain génétique, mais voilà, c'est pas la seule cause et ça peut être des causes variées, puisque de toute façon, c'est auto-immune et c'est vraiment le corps qui s'attaque à ses propres cellules. Vous faites bien de préciser auto-immune, c'est important quand on parle de diabète, de le qualifier de maladie auto-immune. C'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que le corps s'attaque seul et il détruit sa capacité à produire de l'insuline. Donc ça, c'est extrêmement important de le préciser quand on parle du diabète de type 1. C'est tout de suite qualifier cette maladie d'auto-immune. Oui, c'est vraiment indépendant de la volonté de l'enfant ou du jeune adulte. Complètement. Donc, 9 ans, vous avez été diagnostiqué. Est-ce que vous vous souvenez des premiers soins, ou comment vous gériez les soins ? C'est peut-être pas vous, c'est peut-être vos parents, mais en tout cas, j'imagine quand vous étiez à l'école et tout, il y avait quand même une gestion des soins à effectuer. C'est ça. Les premiers soins, donc effectivement, on fait confiance aux parents. Maman nous dit, il faut que tu fasses une piqûre. On comprend pas trop, mais on l'a fait. Mais effectivement, on se souvient des premières injections, les aiguilles à 9 ans. C'est compliqué, mais on s'y habitue très vite et on instaure les nouvelles règles avant de manger. Il faut regarder la glycémie. Et en fonction de cette glycémie, on adapte la dose et on fait sa dose avant de manger. Donc, une fois à la maison, c'est plus facile, mais c'est vrai qu'à l'école, il faut aller à l'infirmerie avant les repas, il faut s'assurer que la glycémie est bonne, que les professeurs soient au courant en cas d'hypoglycémie ou de malaise. Mais c'est vrai que cette gestion-là, à l'école... je suis passée par l'infirmerie. Donc, quand j'étais vraiment à l'école, je me souviens plus trop. C'est plus vers les années collège où là, les parents laissent à l'enfant le traitement lors de la journée d'école. Donc il y a cette notion de passage, en fait, d'émancipation à la fois de l'adolescent, mais on lui donne petit à petit la gestion du diabète, parce que papa et maman ne seront pas toujours là. Et c'est à ce moment-là où on commence à essayer de gérer seul. Et au collège, ça a été un peu plus compliqué pour ma part, puisque je n'ai pas forcément eu un corps médical très compréhensif à ce moment-là. Et je me faisais presque gronder, en fait, quand j'étais au-delà des limites scolaires, on va dire, parce que scolairement, il faut être entre 0,80 et 1,20 g. Je trouve que pour un diabétique de type 1, qui plus est enfant, quand on est dans les 1 g, 1,80 g, c'est quand même très respectable. Oui. Et donc, j'ai fini par aller me faire mes piqûres toute seule dans les toilettes parce que je n'avais plus trop envie de cette pression. Je reprécise quand même pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas. Donc, on parle vraiment des taux de sucre dans le sang, entre 0,8 et 1,2 g. C'est ça. Et donc, ce que vous
dites, en fait, c'est que vous faisiez gronder quand vous étiez au-dessus de la normale. Exactement. Un peu de la diabétise, pour le coup. Voilà, c'est ça. On revient un peu à la C'est diabétise, ça, alors que pour le coup, c'était peut-être juste un stress à l'école. C'est ça. Parce que, si je ne me trompe pas, on peut avoir des augmentations de sucre pendant un stress, pendant un contrôle. Exactement. C'est important de préciser que la variation de la glycémie n'est pas que liée à l'alimentation. Oui. Et c'est ça qui fait toute la complexité en fait, du diabète de type 1, c'est que le stress va venir jouer sur la glycémie, bien sûr l'activité sportive, les émotions. Ou aujourd'hui, en tant que femme, le fait d'être réglée, ça joue évidemment. Plein de facteurs viennent impacter la glycémie. Et effectivement, quand on est enfant, la croissance joue. Et des pics de glycémie peuvent apparaître sans qu'on ait d'explication. C'est pas parce qu'on a fait un gros goûter à 10 heures. Non, c'est peut-être parfois, effectivement, stress en classe. Il y a beaucoup de facteurs. Et bon, c'est pas toujours notre faute si on est élevé, quoi. Ça, je pense que c'est important de le dire, surtout pour les adolescents qui nous écoutent, les enfants adolescents qui nous écoutent et les parents qui nous écouteraient, ou même l'entourage, de ne pas culpabiliser pour rien. Et donc voilà, 9 ans, vous avez été diagnostiqué, vous avez passé par l'adolescence, vous l'avez dit. L'adolescence, c'est un peu une période où on se construit. Alors c'est déjà un petit peu compliqué de se construire, on va dire, quand on est bien portant. Je mets des guillemets à bien portant. J'imagine que quand on a un diabète, c'est d'autant plus compliqué et que c'est un petit peu les périodes des premières fois, des premiers amours, etc. Et tout. Comment vous avez géré cette période avec votre diabète ? Alors, c'est une excellente question et je pense qu'il faut tout de suite rassurer justement les parents ou même les diabétiques de type 1 eux-mêmes. Je trouve que c'est un long processus. De comprendre la maladie, de se l'approprier, de comprendre comment on vit avec. Et avant d'arriver au bien vivre avec son diabète, je trouve qu'il y a plusieurs étapes. Dont le déni, oui, je vais employer ce mot-là, parce que personnellement, j'y suis passée. Et à l'adolescence, c'était la période du déni, où j'avais pas envie de parler de mon diabète. Moi, j'étais normale, je voulais pas m'en soucier, je voulais aller aux soirées comme tout le monde, en festival, faire mes cours, et je voulais pas y penser. Sauf que je pense qu'au bout d'un moment, on atteint ses limites physiques, et peut-être qu'on n'est pas prêt aussi à accepter toutes les contraintes qu'impose le diabète, puisque le diabète demande anticipation, demande exigence, demande de tous les jours une rigueur. Savoir, OK, je suis à combien, quelle dose je dois faire, si je fais du sport, est-ce que je dois baisser mon insuline, j'ai bien mon sucre. Il y a tout un tas de questions. Et finalement, c'est peut-être plus facile parfois, surtout en tant qu'adolescente. Et effectivement, ce qui est aussi important, c'est la construction de son identité. Être adolescent, c'est se chercher, essayer de se trouver. Et quand on a un diabète, ça veut dire incorporer dans son identité le fait d'être malade, le fait d'être différent. Et à l'adolescence, on a juste envie de coller au moule et on n'a pas envie d'être différent. Sauf que plus on grandit, plus on se rend compte que ma différence, ça peut être ma force. Et c'est pas ça peut, c'est ma force. Mais à l'adolescence, c'est compliqué de comprendre ça. Oui, à l'adolescence, les autres nous font sentir que si on est différent... On peut être mis à l'écart. C'est ça. Surtout aujourd'hui avec l'évolution des traitements, les diabétiques de type 1 aujourd'hui portent tous un patch de glycémie, donc qui est sur le bras. On doit scanner pour prendre sa glycémie. Moi, quand j'étais enfant, j'avais encore les piqûres au bout du doigt. Je mettais ma petite gouttelette de sang, on ne voyait plus rien. Aujourd'hui, il y a le patch sur le bras. Et pour l'administration d'insuline, aujourd'hui, il y a des pompes à insuline qui se voient également. Donc, il y a tout ce côté appropriation d'une seconde peau technologique. Et donc, c'est tout un process d'accepter un corps qui change, qui plus est avec des appareils visibles. Je vois que vous en avez ramené quelques-uns. Exactement. Je pense que c'est très visuel de le montrer parce qu'on n'a pas tous l'habitude de les voir. C'est ça. Alors, quand j'étais enfant, j'avais... celui-là, il est quand même un peu élaboré, très joli en plus. Il y a des petites fleurs dessus, j'aime bien. C'est ça, exactement. Il fallait mettre la bandelette, se piquer le doigt comme ça et mettre la goutte de sang et on avait son résultat au bout de 5 secondes. Et ce qui est très important à préciser aussi, c'est que le résultat était un taux à un instant T. Je ne savais pas dans 10 minutes comment il allait réagir. Aujourd'hui, j'ai juste à faire ce geste-là et j'ai mon taux de sucre en direct. Avec le même petit appareil. Il a évolué parce que oui. Avant, je ne pouvais pas faire de scan. Il n'avait pas la possibilité de se connecter. Et donc là, il peut faire les deux. Et Voilà. D'accord, super. Exactement. Puisque la technologie a ses limites et si on a un doute, il faut toujours vérifier avec la petite goutte de sang. Voilà. Bien sûr. C'est plus un usage quotidien, c'est un outil de vérification en cas de doute. Et ça a même évolué jusqu'au point où aujourd'hui, j'ai ma glycémie en direct sur mon téléphone sans rien faire.
Ah oui, d'accord. Et c'est connecté via Bluetooth ou via... C'est ça. J'ai ajouté à ce petit rond qui est sur le bras une extension qui est reliée à mon téléphone. D'accord. Qui me permet, en fait, cette petite extension relève automatiquement mon taux de sucre. Oui, donc il n'y a même plus besoin de scanner, en fait, vous avez les graphes en temps Exactement. réel. Super. Voilà. Donc il y a quand même une évolution. Ouais. Mais du coup, aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut accepter de porter des choses sur soi. Oui, c'est ça. Voilà. Et vous parliez de pompe aussi. Exactement. Moi, dans ma tête, j'ai pompe, genre j'imagine une grosse pompe, mais j'imagine que c'est pas si gros que ça. C'est ça. Alors, effectivement, donc, quand j'ai été diagnostiquée, les pompes existaient, mais elles étaient encore... les modèles étaient assez imposants. Il y a encore toujours des modèles de pompe avec une tubulure. Donc, c'est un fil qui est relié en général à l'estomac, à un boîtier. Donc, c'était vraiment le gros fil. Et surtout, il y a les piqûres, donc ce que j'utilisais pendant presque 10 ans. Avant chaque repas, il fallait faire la piqûre. Aujourd'hui, j'ai une pompe à insuline qui est de cette taille-là. Ah oui, c'est petit, effectivement. Oui. Ça se voit quand même, mais c'est... Ça se voit quand même, mais ça me permet d'éviter la charge mentale de « Ah tiens, bon, je vais m'isoler pour aller faire ma piqûre, j'ai juste mon petit boîtier, j'appuie pour envoyer l'insuline. » Et je trouve que c'est un confort de vie assez appréciable. Oui. Pour autant, il y a encore des personnes aujourd'hui sous injection, puisque certaines personnes ne supportent pas avoir des choses sur le bras ou sur le corps, et ce qu'on peut tout à fait comprendre. Chacun doit trouver son traitement qui lui correspond le mieux. Oui, c'est ça. Tant qu'on est à l'aise avec son traitement. C'est ça. Je pense que tant qu'on est à l'aise avec son traitement soi-même, c'est plus facile de le montrer aux autres et d'en être, on va dire... Exactement. Et donc, je reviens à la période de l'adolescence et des premières fois. Les premiers amours, par exemple, comment on fait pour annoncer à son amoureux? Est-ce qu'on annonce à son amoureux déjà je suis diabétique? Est-ce qu'on attend? Enfin, comment ça se passe? Alors maintenant, je suis partisane du il faut absolument l'annoncer. Oui. Puisqu'on s'inflige un stress énorme quand on le cache. On va faire ses insulines en cachette, on va regarder. On va toujours se demander à combien je suis, on va se stresser. Et finalement, je pense qu'on on maximise, on a peur du regard des autres, alors que quand on le dit, et on se rend compte que, ah ok, d'accord, c'est pas si grave que ça, on va pas me laisser parce que je suis malade. Et si c'est le cas, c'est que t'es pas la bonne personne. Oui, c'est un bon filtre. Voilà, c'est un filtre, ça, c'est sûr. Personnellement, j'ai vraiment eu très peur de l'annoncer. Et finalement, quand j'ai vu la réaction en face, ah ok, c'est pas grave. D'accord, oui, c'est ça. Au contraire, je trouve que la personne se dit qu'elle nous aime parfois encore plus parce qu'elle se rend compte du combat qu'on mène au quotidien. Et elle se dit que... waouh, finalement, waouh. Oui. Et encore une fois, si on se dit, je sors de ce regard de peur et on montre que oui, je suis diabétique et voilà quel est mon quotidien, on peut forcer l'admiration alors qu'on pensait forcer la pitié, alors que pas du tout, justement. Oui, c'est ça. C'est vrai que la pitié, c'est quelque chose qui peut revenir et qui peut faire peur. Oui. Il y a la peur d'être honteux, d'attirer la pitié. On ne veut pas être traité différemment parce qu'on est malade. Alors, au contraire, moi, je pense qu'on posera un regard plutôt admiratif plutôt que honteux, en fait. Oui, c'est vrai. Je suis assez d'accord. Ouais. On l'a dit, le stress peut jouer sur la glycémie. Et donc, je ne sais pas si vous avez fait des études supérieures. Oui. Oui. Et donc, c'est quand même les moments des échéances, des examens, des partiels, du stress. Exactement. Comment ça se gère, ces moments-là? Alors, donc dans mon parcours, donc j'ai fini mon lycée, je suis rentrée en classe préparatoire et j'ai intégré une école de commerce. Et dans ce processus-là, j'ai évolué avec mon diabète et la gestion de ce diabète. J'étais dans une phase un peu déni et je suis restée dans cette phase au début de mes études et je n'ai pas proclamer ma différence et je ne l'ai pas traitée. Donc j'ai passé mes examens de concours en ne disant pas que j'étais diabétique. Et je me suis mise dans une situation tellement stressante parce qu'à un moment, dans une épreuve, je pensais être en hypoglycémie et je n'avais pas mes appareils avec moi. Donc j'ai dû demander à sortir de la salle, à faire un dextro et finalement j'étais même pas en hypo, c'était le stress. Et j'étais presque super élevée parce que j'étais stressée. Et je me suis rendu compte que j'avais perdu un temps précieux parce que j'étais dans un concours. À cause du diabète. Et là, je me suis dit, mince, il faudrait peut-être le signaler parce que je ne devrais pas avoir ces conditions de stress alors que je passe un examen. Et donc, à la suite de ces études, j'ai quand même intégré mon école de commerce. Et quand je suis partie, cette fois-ci en Erasmus, j'ai demandé
à avoir un aménagement. Et il se trouve que c'est prévu. En fait, les aménagements sont prévus pour les personnes à maladie chronique, les personnes qui ont de la dyslexie. En fait, il faut juste le demander, puisque ce temps est là et on peut nous le donner. Et je minimise mon stress, donc je minimise l'impact sur ma glycémie, puisque je vais passer mes examens dans une salle à part, avec les personnes qui bénéficient d'un tiers-temps. Je peux avoir mes équipements avec moi, je peux avoir de la nourriture avec moi. Et du coup, je me mets dans un contexte rassurant pour passer mon examen. Et je sais que si j'ai une hypoglycémie, je peux prendre 15 minutes pour me resucrer, reprendre mes esprits, puisque ce temps, je l'ai demandé et j'y ai le droit. Et pendant longtemps, je ne l'ai pas demandé et je me suis dit que c'était dommage. Et du coup, c'est super intéressant d'en parler aujourd'hui pour dire à des étudiants, prenez ce temps-là parce qu'il vous est dû. Oui, parce qu'en fait, à vouloir être normal, entre guillemets, vous vous êtes mis dans une situation où, en fait, vous vous êtes mis dans l'embarras. Parce que pour être normal, justement, vous aviez besoin de ce temps en plus pour pouvoir avoir accès à toute la nourriture, à l'insuline si besoin, etc. Et tout. C'est vrai qu'on a tendance à oublier ça et je pense qu'effectivement, il faut le dire. Ouais, exactement. Il faut que ça se sache. Donc, l'école, il faut que ça se sache, ou en tout cas, quand on est étudiant, pour avoir ce tiers-temps en plus et pour avoir tous ces aménagements en plus. Est-ce que c'est la même chose dans le marché de l'emploi ? Oui. Est-ce que vous l'avez fait dans le marché de l'emploi ? C'est ça. C'est que ça se retranscrit avec toutes les demandes RQTH, la reconnaissance travailleur handicapé, qui est possible en tant que personne diabétique. Mais elle nous donne la possibilité d'avoir des aménagements en termes d'équipement, pourquoi pas un mini-frigo pour stocker l'insuline, pourquoi pas des briques de jus ou du sucre toujours à disposition. Mais cette demande, elle doit se faire auprès de l'employeur et c'est tout à fait possible aussi d'avoir des aménagements horaires. Enfin, il faut vraiment oser en parler, encore une fois le dire, puisque aussi on a beaucoup de rendez-vous médicaux, ça c'est quand même important, qui demandent parfois à prendre une demi-journée pour aller voir le diabétologue, l'ophtalmologue, le podologue. Donc tout ça, il faut pareil se dégager du temps pour prendre soin de soi et sa santé. Et en tout cas, pour le marché de l'emploi, personnellement, je recommande toujours de le dire. Et d'être transparent. Et personnellement, quand je passe mes entretiens, je l'évoque et voilà, je suis Coralie. Évidemment, c'est pas ce qui me définit en premier lieu, mais j'ai un diabète, j'en fais une force et je trouve que quand le tour en force et on nous dit qu'on se bat tous les jours contre une maladie chronique, alors le travail, il ne va pas me faire peur. Vous voyez, c'est toujours la manière dont on voit les choses, en fait. C'est la vieille expression du moitié vide, moitié plein. Oui, c'est ça. Ça dépend comment on voit le verre, effectivement. Ça, ouais. J'en profite, en vous écoutant parler, pour rappeler peut-être aux gens qui nous écoutent qu'on a parlé beaucoup d'hyperglycémie et voilà, de stress qui augmente le sucre dans le sang, le fait qu'on n'ait plus d'insuline et que donc... Mais vous avez parlé beaucoup de sucre, de sirop, de jus, de goûter avec vous, etc. Et tout. C'est vrai qu'il faut rappeler aussi qu'il y a beaucoup de risques d'hypoglycémie, puisqu'effectivement, comme votre corps ne gère pas tout seul sa glycémie, quand on met de l'insuline extérieure, on va être une baisse de sucre dans le sang. Et je vous laisse l'expliquer peut-être mieux que moi. C'est ça. Alors l'enjeu, c'est de toujours avoir un équilibre entre la quantité de glucides ingérés et la quantité d'insuline injectée. Et les personnes normales sont en mode automatique, quand nous, on est en mode manuel. Il faut toujours ajuster, donc on marche sur des œufs en permanence. Ouais, c'est vraiment... Et donc, on doit surveiller notre glycémie tout le temps, à toutes les heures, la nuit, le jour, pour être sûr d'être dans la moyenne. Si on est inférieur à 0,80, donc je cite les normes, on est considéré comme en hypoglycémie, donc c'est-à-dire que l'insuline a combattu trop de glucose et de glucides, donc il faut ingérer ces glucides pour remonter dans la norme. Et l'hypoglycémie, elle va entraîner il faut tout de suite se resucrer. L'action doit être immédiate il faut un temps d'arrêt et il faut prendre un jus, du sucre assez rapidement. En revanche, l'hyperglycémie, là on est dans le cas inverse, c'est le taux de sucre qui est supérieur à 1,80 pour un diabétique de type 1. Et là, l'action à mener, c'est de prendre de l'insuline, donc se réinjecter de l'insuline. En revanche, l'action est plus longue puisque l'insuline, son pic d'action est à 2-3 heures. Donc si je fais mon insuline, ça ne va pas baisser
tout de 5 minutes après. Donc il y a un laps de temps, l'hypoglycémie, action requise immédiatement. Hyperglycémie, quand j'injecte l'insuline, il faut un temps avant que la glycémie ne redescende dans la norme. C'est comme un peu les effets secondaires, ou en tout cas, pas les effets secondaires, mais en tout cas, voilà, ce qui peut arriver. C'est-à-dire que sur une hypoglycémie, ça peut entraîner, je vais aller au néfaste, mais ça peut entraîner la mort très rapidement, puisqu'on n'a plus de sucre, on s'évanouit, enfin, ça peut être très dangereux rapidement. C'est ça. La mort, c'est un sujet à débat, parce que c'est le coma. Le coma, voilà. Voilà, c'est le coma, et normalement, le corps reprend toujours le dessus, parce que le foie, il va se mettre à fabriquer du glucose en masse pour nous réveiller. Donc effectivement, s'il y a hypo et pas resucrage et qu'on vient à être en coma, ça veut dire que on est tellement en manque de sucre que le cerveau lui-même n'a plus de sucre et il s'éteint. Et dans ce cas-là, il ne faut pas faire de l'insuline, surtout pas. Il faut faire une piqûre qui s'appelle le glucagène. Et ça va venir stimuler le foie qui va lâcher les stocks de glucose pour nous remettre, pour nous donner conscience à nouveau. Donc c'est vraiment, effectivement, l'hypoglycémie, il faut agir rapidement. Après, il y a hypoglycémie. Si on est à 0,70, ça va. Si on est à 0,40, il faut vraiment se sucrer. Voilà, exactement. Voilà. Et l'hyperglycémie, c'est sur le plus long terme, mais c'est quand même tout aussi dangereux. Oui, c'est ça, effectivement. Donc on en a parlé un petit peu avec le Stop à la diabétique. Vous avez une page Instagram, Coco & Pody, c'est ça avec 5000 abonnés. C'est ça, bientôt. Bientôt c'est ça, 4000 quelque chose. Oui, c'est ça, on y est pas loin des 5000, il me semble, quand j'ai regardé. Quel est votre public sur cette page ? Alors, c'est très varié et c'est ça qui est étonnant et enrichissant, c'est que j'ai aussi bien des personnes diabétiques de type 1, de la tranche d'âge entre 20 et 30 ans, mais j'ai aussi des parents qui me suivent et j'ai vraiment eu beaucoup de messages de parents et je ressens le besoin d'être rassurée. Et les parents ont besoin de voir que leur enfant a un avenir. Ils ont besoin de voir que, oui, leur enfant peut faire des études, peut voyager, peut aller à un concert. Parce que quand il y a l'annonce d'un diagnostic de type 1, de diabète de type 1, on se dit, voilà, la vie s'arrête, c'est fini. Et nous, on vient avec notre petite page Instagram, dire non, la vie n'est pas finie. Et au contraire, je vais vous montrer que dans la sphère diabète, parce que j'ai l'impression que c'est littéralement une troisième famille maintenant dans ma vie, il y a une communauté très soudée, il y a des belles initiatives qui se mettent en place. Dernièrement, pour vous citer un exemple, j'ai trouvé une femme qui fait des bijoux pour encercler le freestyle libre et c'est d'une beauté incroyable. Donc, mon intention, c'est de faire connaître toutes ces belles initiatives pour donner un peu de baume au cœur, en fait, et d'accompagner au quotidien les personnes diabétiques de type 1, juste en ouvrant son application sur son téléphone. Et j'ai oublié de vous demander, Coco & Pody, qui sont ces personnes ? Mais oui. Qui est Coco, qui est Pody ? Alors Coco, c'est moi, Coralie, 26 ans, et Pody, c'est ma pompe à insuline, donc le petit pod que je porte tout le temps. Je ne peux pas m'en passer. Sans elle, je ne peux pas vivre. Donc, j'aime bien la comparer un peu au personnage Disney où le héros principal a toujours sa petite aide. Ariel a Polochon, Pinocchio a son petit criquet. Criquet, c'est ça. Voilà. Et moi, j'ai ma Pody. Et je trouvais que ce nom était à la fois... il lui ressemble parce que c'est une pompe dont le nom inclut le mot pod. Et Pody, c'est un petit nom très mignon pour m'accompagner au quotidien. Et quand vous avez créé cette page, déjà, c'était quoi le but en créant cette page ? Est-ce que vous aviez pensé que ça prendrait cette ampleur ? Parce que 5000 abonnés, c'est quand même beaucoup en termes, dans la sphère du diabète, en tout cas du diabète de type 1. C'est ça. Quand j'ai créé cette page, c'était vraiment je me sentais assez seule. J'aurais aimé... je voulais trouver des personnes comme moi, parce que bien souvent, quand on dit qu'on a un diabète, on nous conseille un oncle, une grand-mère. Mais moi, je voulais voir quelqu'un comme moi. Je voulais me faire des copines, je voulais être inspirée. Et je me suis dit que si je ne trouvais pas ce contenu inspirant, j'allais essayer de le faire. Et je suis hypersensible à l'univers de la mode, aux tendances. Et je me disais, mais moi, j'aimerais bien voir le diabète tendance. J'aimerais bien insuffler un peu cette vague esthétique au diabète et lui donner en faisant des jolies photos.
Et à travers ces photos, il y avait 2 objectifs. C'était dire aux diabétiques de type 1, je vous soutiens au quotidien et je vous comprends et essayons de donner une nouvelle image à ce diabète. Et numéro 2, c'était surtout sensibiliser, parce que je trouve qu'à travers l'image, on peut faire passer beaucoup de messages. Et quand on voit une jeune fille qui ne devrait pas, aux yeux de la société, être malade, avec des patchs sur le bras, on a envie de cliquer, on se dit, tiens, c'est bizarre, elle a l'air bien portante avec un gros truc sur le bras, qu'est-ce que c'est? Et du coup, on clique, on associe le visuel au mot diabète et on sensibilise. Les gens repartagent leurs réseaux respectifs et ça, c'est incroyable parce que je vois que du coup, j'ai l'impression de poser une pierre, une autre personne va en poser et j'ai l'impression qu'il y a un joli maillage de sensibilisation à la fin qui se fait. Et d'où le pouvoir des réseaux sociaux. Oui, à l'heure actuelle, c'est vraiment impressionnant. Et vous recevez beaucoup de témoignages ou de messages? Oui, complètement. Il y a des messages très touchants, de remerciements. On a l'impression de changer des vies alors qu'on poste que des photos. Et c'est génial de recevoir des beaux merci, d'accompagnement au quotidien. Et il y a aussi souvent des messages de panique des parents qui viennent de recevoir le diagnostic et qui ne se sentent pas bien, qui recherchent du réconfort. Et ça fait plaisir de les aider à ce moment-là, de leur dire mais vous inquiétez pas, ça va être dur les premiers temps, on ne le cache pas, et même après, il y aura des moments durs, mais vous allez vous en sortir, vous allez y arriver, vous allez faire votre expérience et on est là pour vous soutenir, toute la communauté est là pour vous soutenir. Donc, Et en discutant avec vous et en vous écoutant parler notamment des mamans qui cherchent, en tout cas des parents, maman et papa, qui cherchent justement des réponses pour leurs enfants, est-ce que leurs enfants vont avoir une vie, ou en tout cas une vie normale, ou une vie comme ils l'avaient imaginé ou non? Oui, c'est ça. Ça me fait penser à la loi qui est passée là récemment, puisque tous les diabétiques de type 1 avant ne pouvaient pas faire tous les travaux, il y a beaucoup d'emplois qui vous étaient interdits. Exactement. Et ça vient juste de changer, si je ne dis pas de bêtises, et du coup j'imagine que vous avez accueilli cette nouvelle... C'est incroyable, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Et en fait, on se rend compte que les textes étaient élaborés sur des traitements obsolètes. Parce qu'avant, effectivement, il fallait prendre son appareil, mettre la bandelette, prendre la goutte de sang. Donc, on n'avait pas accès à son taux de glycémie. Aujourd'hui, en un coup d'œil, je peux savoir ma glycémie. Si j'ai un problème, je peux le signaler. Il y a Jean-Marc Brouard, qui est un pompier diabétique, qui s'est vu déchu de ses fonctions. Il a dû se battre pour prouver qu'il pouvait être pompier. Donc, tous ces métiers-là, c'est une victoire incroyable. Et le diabète est concerné, mais beaucoup d'autres maladies chroniques aussi ont été... pointé le diabète, mais effectivement, c'est beaucoup. Et je pense que ça va aider, en tout cas, je ne sais pas si vous me direz si c'est vrai, mais j'ai l'impression que ça va aider aussi les diabétiques à mieux s'assumer aussi, ou en tout cas à pouvoir le dire, puisque ça ne va plus être quelque chose de pointé du doigt. Ah, t'es diabétique, donc tu ne pourras pas faire ci ou tu ne pourras pas faire ça. Bien sûr, exactement. Et ça... On arrête d'être discriminé, parce que c'était le cas, en fait... Et du coup, je reboucle avec le projet Stop à la diabétique. C'est que c'était de la discrimination normale, puisqu'on ne s'était pas intéressé vraiment au sujet. On n'a pas essayé de comprendre ce que c'était vraiment. Et quand on l'a compris, en disant « alors, je gère mon taux de sucre, j'ai accès à l'information, donc quand je comprends ce que c'est vraiment, j'arrête la discrimination classique, normale, qui était vraiment passée... pour normal, et ça a été remis en question. Ça, c'est bien. Ouais. J'ai l'impression que je pourrais parler avec vous pendant des heures. Moi aussi, mais il va falloir qu'on s'arrête, parce que sinon, on va faire une émission de 2 heures, malgré que je trouve que c'est intéressant. En tout cas, moi, je suis passionnée par votre passion et par la façon dont vous en parlez. Pour donner un petit peu des indications aux gens qui nous regardent, on peut donc vous retrouver sur Instagram, c'est ça, Coco Sur Instagram et sur Facebook aussi. Et sur Facebook, également. Donc on mettra toutes les infos dans la description. Pour tout ce qui est Stop à la diabétique, c'est pareil, on trouve toutes les infos sur votre page aussi. Exactement. Avec des posters, c'est ça, une vidéo. C'est ça. Il y a la vidéo, il y a les visuels à télécharger, tout est disponible sur la page. D'ailleurs, la vidéo, je conseille à tout le monde de la regarder, parce que moi, je l'ai regardée et je l'ai trouvée vraiment impressionnante, impactante. Parfait, moi, je ne m'y attendais pas. Franchement, je me disais les préjugés du diabète. Bon, allez, c'est quoi les préjugés du diabète? C'est le sucre, le diabète. Mais non, c'est vrai que... Mi bout à bout, on se dit... Ah oui, quand même. Okay. Pour conclure, est-ce que vous auriez peut-être un message à donner aux jeunes diabétiques et aux plus vieux d'ailleurs, diabétiques qui nous écoutent, et peut-être à leur entourage?
Le meilleur conseil et le message que je veux faire passer, c'est de rencontrer d'autres personnes diabétiques qui vous ressemblent et trouver cet allié au quotidien qui pourra vous aider ou qui pourra dédramatiser le diabète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai une bande de copines diabétiques de type 1, et on a tous nos appareils sur la table, c'est normal de se filer du sucre si on est en hypo, on voit une qui se fait une piqûre, qui fait c'est normal, et du coup, ça dédramatise et ça fait un bien incroyable. Donc, juste se connecter avec d'autres diabétiques de type 1 qui vous ressemblent. Et n'ayez pas peur de vous assumer. Ça prend du temps, c'est un long processus, mais vous êtes en route. Voilà. Super, merci Coralie pour tout ce témoignage, je pense, très touchant et aussi plein d'espoir. Et j'espère qu'il apportera plein de réponses aux gens qui nous écoutent. Moi, je vais rajouter un mot pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissaient pas le diabète et qui ont regardé cette émission jusqu'au bout. Et stop à la diabétise. Ce n'est pas mon mot, mais en tout cas, je le réutilise. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, de votre fidélité. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site Pourquoi Docteur ou sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous faire part de vos commentaires, réactions sur notre page Instagram, Twitter ou Facebook, et même nous demander ou nous donner des idées d'émissions pour des témoignages dans Ma vie avec ou même pour questions aux experts. Quant à moi, je vous donne rendez-vous bientôt et avec grand plaisir pour un prochain C'est notre santé sur Pourquoi Docteur, évidemment.